La conférence débute par une introduction chaleureuse et annonce l'intervenant, Philippe Guin, expert en intelligence artificielle, neurosciences et physique théorique. Il est remercié pour son livre La route du temps. Philippe Guin parle ensuite de l'amour et fait le lien avec la courbure de l'espace-temps. Il explique que cette correspondance entre les deux termes est rare et pose la question de savoir s'il y a un lien réel entre eux. Le lien entre l'espace-temps et l'amour a été creusé. Pendant la nuit. L'espace-temps est conçu comme un espace indissolublement lié au temps, et il est représenté par un cylindre qui symbolise l'univers. Le futur de l'univers et de notre vie est déjà réalisé selon la physique classique déterministe. Cependant, la mécanique quantique a introduit la notion de multivers, indiquant qu'il existe de nombreuses possibilités et univers parallèles. Pour échapper à cette incomplétude, certains physiciens suggèrent l'existence de doubles dans des univers parallèles. Dans cet extrait, l'auteur parle des univers parallèles qui se trouvent à des distances de plusieurs milliards d'années-lumière de chez nous. Il mentionne également que certains physiciens calculent la distance à laquelle se trouverait un univers où une version alternative d'eux-mêmes ferait exactement la même chose toute leur vie, sauf à un certain moment où quelque chose de différent se produit. L'auteur propose ensuite de sortir de cette idée de multivers et d'envisager une version alternative où nous ne vivons pas dans un multivers, mais plutôt dans un seul univers avec des variantes possibles de notre propre vie. L'auteur décrit ensuite un tunnel invisible flexible dans lequel nous vivons, capable de parcourir toutes les possibilités du multivers. Il affirme que notre futur est déjà réalisé, mais peut changer à tout moment. Pour comprendre cela, il introduit la notion d'un nouveau temps, différent du temps ordinaire, et propose la métaphore du GPS pour décrire notre vie et les changements qui l'affectent. Le territoire géographique peut être comparé à une représentation de l'évolution de notre vie. Comme sur une route, il y a des chemins, des bifurcations et notre trajectoire peut changer de manière discontinue en fonction de divers facteurs tels que les décisions que nous prenons ou les circonstances qui nous obligent à changer de direction. Cette représentation nous permet de comprendre les coïncidences étranges et les synchronicités. La flexibilité de notre futur convient bien pour décrire l'évolution de l'univers, mais pour notre vie individuelle, les changements peuvent être discontinus. La courbure de l'espace-temps peut être décrite comme un spectacle qui bouge. Cependant, dans la physique actuelle, il n'y a aucun moment où l'on considère la courbure de l'espace-temps comme bougeant en dehors du temps. Pourtant, il est imaginable que l'espace-temps puisse être flexible et bouger en dehors du temps, tout comme la courbure de l'espace-temps peut être décrite comme parcouru par des ondes. Il faut sortir du cadre strict de la physique pour visualiser ces ondes qui bougent. On peut donc envisager que l'espace-temps soit flexible et se déforme. Dans ce passage, l'auteur parle de l'existence de vibrations hors du temps, appelées ondes de torsion, qui ont été décrites par certains physiciens russes. Il explique que ces vibrations peuvent modifier notre trajectoire de vie et propose une visualisation de celles-ci comme des déformations de l'espace-temps. Il souligne l'importance de ces vibrations et leur lien avec l'amour. L'auteur remet en question l'existence de l'espace, du temps et de la matière tels que nous les percevons, les considérant comme des illusions créées par la conscience. Il suggère que la science devrait se concentrer sur la réalité sous-jacente plutôt que sur l'apparence de celle-ci. L'auteur mentionne également que l'espace-temps est non local et vibratoire, influencé par la relativité et les trous noirs. Dans cette synthèse, l'auteur aborde le concept de modèle holographique de l'univers, dans lequel l'espace, le temps et la matière sont créés par la conscience. Ce modèle propose que l'espace est en réalité une manifestation de la conscience et que les vibrations de l'espace et du temps sont des vibrations de la conscience. L'auteur fait référence à des principes de physique, tels que le principe d'incertitude de Heisenberg et la quantité finie d'informations dans l'univers, pour étayer son argumentation. Il souligne également l'idée selon laquelle il existe différentes façons de changer notre vie, en modifiant nos conditions finales ou en sortant du chemin que l'univers a prévu pour nous. L'auteur mentionne enfin une analogie avec un GPS pour illustrer cette idée. L'auteur utilise la métaphore d'un billard pour expliquer que dans un système dynamique comme celui-ci, il peut être difficile de prédire avec certitude les mouvements des boules. Il affirme que les mathématiques peuvent nous aider à prendre des décisions dans ce contexte.
Il propose que les vibrations de l'espace puissent influencer la trajectoire des boules, et suggère que ces vibrations peuvent être contrôlées pour fournir des informations sur la trajectoire souhaitée. Il mentionne également la théorie des cordes qui ajoute 6 dimensions vibratoires, qu'il associe à la conscience, à l'espace-temps. Finalement, il évoque l'existence de 2 entités qui régulent l'espace-temps, une dans le présent et une autre dans le futur, et suggère que ces entités sont liées à la conscience et peuvent influencer notre destin. Dans cette intervention, l'orateur aborde le concept de libre arbitre et de conscience. Il soutient que nous avons le libre arbitre de proposer et de décider, tandis que notre conscience est constituée d'une conscience consciente, agissant dans le présent, et d'une conscience inconsciente, agissant dans le futur et étant liée à notre destinée. Il propose que notre destin soit régi par une conscience plus grande, appelée le soi, qui est liée à nos conditions finales d'existence. Il évoque également l'idée d'univers miroir ou jumeau, où le temps serait inversé et emmènerait naturellement vers l'ordre plutôt que le désordre. Toutefois, il admet qu'il est difficile de mathématiser l'amour et la joie, car ils sont liés à la conscience et au libre arbitre, ce que la mécanique ne peut pas prendre en compte. Selon lui, nous sommes reliés à une plus grande conscience qui connaît notre destin, et nous ressentons cette connexion à travers la joie liée à l'idée de s'épanouir. Il souligne également l'importance de se libérer du conditionnement et de cultiver le lâcher-prise, la confiance et le détachement pour accéder à cette joie. L'auteur explique que nous recevons la vibration de notre soi, qui peut prendre différentes formes, telles que la joie ou le courage. Notre soi nous donne la signature vibratoire, mais nous devons l'approprier et avoir confiance en elle, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est créative et nous permet de créer notre avenir. L'auteur mentionne que beaucoup de gens ont peur face aux problèmes mondiaux, mais il faut comprendre que ces peurs sont artificielles et cherchent à influencer négativement notre conscience. L'auteur revient ensuite sur l'amour et explique que c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Pour déployer cette foi, il faut transformer notre joie en don de soi et cette transformation crée la magie de l'amour, ce qui nous permet de nous réaliser. Enfin, l'auteur mentionne qu'il est possible de reprogrammer notre réalité grâce à la communication bienveillante avec notre soi. Dans cette discussion autour de la simulation et de l'intuition, il est souligné que l'interaction entre le moi et le soi est essentielle pour la création de nouveautés et de changements. Le mental, enfermé dans la causalité et le temps, ne peut créer que ce qui existe déjà dans le futur. Et ne peut pas sortir de cette prison du temps. Les physiciens reconnaissent qu'il faut sortir du temps pour comprendre la véritable nature de l'évolution, mais il est difficile de décrire cette évolution en dehors du temps. L'intuition joue un rôle fondamental car elle permet de recevoir des informations transcendantales qui nous permettent de bifurquer dans notre trajectoire. La synchronicité est également mentionnée comme une forme d'intuition qui se manifeste à l'extérieur de notre cerveau. Chez les personnes qui sont moins pris dans le mental. Enfin, la joie est associée à la vérité et à la validité des intuitions. La question de l'influence du son dans les états modifiés de conscience et dans la pratique du trance est soulevée, mais l'interlocuteur admet ne pas être un expert dans ce domaine. La véritable nature de la conscience est vibratoire, mais lorsqu'elle est incarnée, le cerveau crée l'impression que la conscience est produite par lui-même. Les pratiques chamaniques visent à délocaliser la conscience du cerveau en utilisant des techniques vibratoires, telles que les drogues psychédéliques, pour permettre à la conscience de s'élever. Ces pratiques peuvent être violentes, mais elles permettent d'explorer et de mieux comprendre la conscience. En ce qui concerne la joie et l'amour est à la fois émetteur et récepteur, et il se pratique en agissant plutôt qu'en pensant. La joie est reçue instantanément, mais elle doit être accompagnée d'actions pour se concrétiser dans le futur. Le don de soi est essentiel dans la pratique de l'amour. La foi est une sensation de confiance reliée à la souveraineté, qui permet de conserver la vibration et d'agir en accord avec celle-ci. La foi peut produire des miracles et est liée à l'énergie fondamentale de l'univers. Il est important de comprendre que l'amour et la joie sont les sources d'énergie fondamentale de l'univers. Même si certains pensent que la conscience est produite par le cerveau, il est possible de considérer que la joie est l'énergie primordiale de l'univers, produite par l'œuvre de la conscience. Il est essentiel de comprendre que notre réalité n'est pas simplement chimique, mais plutôt interprétée par notre conscience collective. En explorant la physique quantique,
qui étudie les particules et l'observation, certains y voient peut-être des clés pour expliquer ces phénomènes énergétiques. Cependant, il est important de ne pas abuser de la physique quantique pour tout expliquer. Une théorie intéressante à considérer est celle du solipsisme, qui explique que nous vivons dans un monde où notre conscience crée et interprète la réalité. Le conférencier parle du monde quantique et souligne que ce concept est valable à toutes les échelles, notamment grâce au multivers. Il affirme également que la conscience crée notre réalité, tout en prenant soin de faire attention à ses propos devant des personnes ayant une vision plus normale. Il mentionne que le cerveau crée la réalité devant les rationalistes matérialistes, mais parle de conscience devant des personnes ouvertes à la spiritualité. Il déplore le fait que la physique quantique ait été dégradée dans le domaine public, à tel point qu'on parle même de cuisine quantique. Malgré cela, il reconnaît que la physique quantique sous-jacente permet le multivers. Il reste méfiant envers les dispositifs de biorésonance utilisés pour déterminer les constantes biologiques du corps, en l'absence d'un cadre théorique solide. Cependant, il reconnaît l'importance des rayonnements dans la médecine vibratoire. En ce qui concerne la conscience, il admet que la physique ne peut pas y accéder directement, mais peut néanmoins l'étudier et en découvrir de nouvelles propriétés importantes pour développer de nouvelles thérapies. Il exprime également sa conviction que le libre arbitre est une loi fondamentale dans l'univers, et que les lois physiques dérivent de la création collective de la conscience. Il reconnaît néanmoins qu'il y aura toujours des limites dans la compréhension de la conscience et que certains aspects, tels que l'amour, ne pourront pas être mis en équation. Il confirme que des interactions entre les individus existent, notamment la télépathie et la vision à distance, qui ont été démontrées expérimentalement malgré quelques critiques. Il conclut en soulignant que la conscience est ce qui nous lie tous et que nous en sommes seulement au balbutiement de sa compréhension. Dans cette intervention, le narrateur remet en question le concept d'intelligence artificielle, IA. Il affirme que l'IA n'est qu'un outil créé par des développeurs et utilisé par des utilisateurs, et qu'elle ne possède pas de véritable intelligence ni de conscience. Il accuse les gouvernements et les transhumanistes de manipuler les gens en leur faisant croire que l'IA pourrait devenir plus intelligente voire consciente, afin de mieux les contrôler. Selon lui, l'IA reste un mythe destiné à manipuler les populations. Il souligne également le danger de créer une IA consciente, avec des implications telles que le clonage. Finalement, il conclut en affirmant que nous devrons entrer en contact avec des visiteurs, potentiellement extraterrestres, avant d'atteindre un tel niveau de conscience.